Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, Lisanne, je vais te présenter mon nouveau coussin préféré. OK, un coussin. Et j'aimerais ça qu'on le teste. Je peux-tu partir avec? Qu'on le teste? Est-ce que tu te couches dessus puis je te mets par derrière? Regarde, dans le fond, c'est un coussin pour la best position G-spot. Alors, si vous voulez vraiment travailler, stimuler votre point G on the best spot, tu peux te mettre comme ça ou comme ça. Moi, ma position préférée, c'est je suis couchée de même. Mon cul sort comme ça, ma nonne est écartée. Et quand il te met, c'est direct au bon spot. Puis c'est plus facile pour lui aussi. Parce qu'avant, il disait, crème, il fallait tout le temps que je m'écarte puis que je sois penchée. Fait qu'il n'aimait pas cette position-là. Maintenant, il love it. OK? Wow. Tu comprends? Il y en a un autre modèle en passant qui est encore plus haut. Peut-être que tu vas vouloir l'autre. Ah oui? C'est parce que lui, c'est en couple. L'autre, c'est en couple ou solo et tu as une gaine que tu mets par-dessus pour rentrer ton dildo. Impossible. Je te jure. C'est très hot. Fait que code promo Sexe oral pour 15% de rabais. T'es bonne. OK. Fait que voilà. Amusez-vous avec vos coussins. Il est incroyable. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Ils ont sorti des pâtes de Cofield. Gang sans gluten. Fait que mes deux passions ensemble, Cofield, qui est un joueur de hockey des Canadiens, il est fucking chaud et bon. En plus, il y a des pâtes comme ça, en genre de petites penne, puis on a des spaghettis. Puis ici, on a les Green Smart. Fait que des greens, c'est des aliments verts et avec aussi des super fruits quotidiens. Donc, si t'as pas toute ta dose, on s'entend, là, c'est pas quelque chose qui va remplacer tes légumes et tes fruits. Par contre, ça va aller compléter dans ta nutrition. Alors, c'est super bon à ajouter dans tes petits smoothies ou dans tes petits drinks. On a ici des nouvelles boissons énergisantes qui s'appellent Rap Soda Power. Rap! Sans sucre, 120 mg de caféine, Pura Vida. J'adore le branding. Ils sont belles. Puis, il y a une nouvelle boisson d'hydratation signée notre chum, Étienne Boulay. Non. Oui, c'est lui qui fait ça. Étienne, ma boy! Raisin, melon d'eau, électrolytes, saveur rafraîchissante, hydratation intelligente, inspirée par un pro du sport. Étienne! Moi, Étienne, je crois à tout ce qu'il dit. Vous pouvez vous procurer tous ces produits-là en magasin ou en ligne avec le code SEXORAL pour 10% de rabais. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose. Dose, des shots de wellness, bien-être, qui sont leurs classiques. C'est gingembre, curcuma, poivre noir, citron. C'est seulement 4 ingrédients bio. Puis c'est l'alternative parfaite le matin à un café pour te donner un boost d'énergie avec la vitamine C. Ils ont aussi plein d'autres options sur leur site. T'en as gingembre et miel. Moi, c'est mon personnellement préféré. Mais t'as aussi ton gingembre curcuma extra fort. T'en as pour la digestion. T'en as pour l'énergie avec la caféine dedans. C'est où qu'on peut les trouver, ces shots-là? Chez GA, chez Costco, chez Metro ou en ligne. Votre première commande, vous avez un 20% de rabais avec le code SEXORAL. Allez découvrir ça. Pour vrai, moi, c'est rendu ma vie. Genre, chaque jour de ma vie, puis je prends plus de café. C'est bon dans plein d'affaires aussi, hein? Mon chum, il se fait des drinks avec ça. C'est sur le site dosejuice.com. Merci, Dose. Merci, Juice. Merci, Juice. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit René Morin. On est tellement contente que tu aies accepté de venir nous rencontrer. C'est un honneur de t'avoir avec nous, de parler de ça avec toi. J'ai tellement de questions déjà que je sais qu'une heure se sera passée, mais on va faire notre possible. Premièrement, merci infiniment d'être là. Est-ce que tu peux nous dire comme brièvement quel est ton rôle, ton travail? Ben, premièrement, merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici avec vous autres. Ça va être, on a beaucoup de choses à discuter, puis on manquera pas de sujets, c'est sûr. Moi, mon rôle, je m'occupe des communications pour le Centre canadien de protection de l'enfance. C'est une organisation qui a été créée. En fait, on fête notre 40e anniversaire cette année. Félicitations. Merci. Ça a commencé à la base comme un organisme de recherche d'enfants disparus, un peu comme Enfants Retour le fait au Québec.
Et puis tranquillement, quand Internet était de plus en plus mis en cause dans des cas de disparition d'enfants, ben il y a ce volet-là qui est venu se greffer à nos activités. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait besoin au Canada d'avoir, comme ça existait déjà ailleurs dans d'autres pays, une centrale de signalement pour recevoir des signalements du grand public de cas d'exploitation sexuelle d'enfants. On peut parler de pornographie juvénile, bien sûr, ça a commencé comme ça, mais on peut parler aussi de leurre informatique, d'exploitation d'enfants par la prostitution, de sextorsion, etc. Donc, cette centrale-là a été mise en place en 2002, ça s'appelle cyberaide.ca. Puis je te dirais là, que de manière générale, on peut recevoir jusqu'à 2 à 3 000, des fois 4 000 signalements par mois. Oh shit! Et ça, ce sont des gens, on parle juste du Canada ici, ce sont des gens qui communiquent avec nous, soit parce qu'ils ont eu connaissance d'activités illégales sur Internet avec des enfants et qui passent par nous justement pour relayer ces informations-là aux autorités policières qui vont faire enquête. Là. Wow! Entre 2000 et 3000. Ah, ça peut monter des fois jusqu'à 4000 là, dans les gros mois. Là. Puis ça, on parle de signalements qui viennent du public, mais on y reviendra tout à l'heure aussi. On a mis en place une technologie qui s'appelle Projet Arachnid. Je ne veux pas m'étendre là-dessus tout de suite parce qu'on va avoir l'occasion en masse d'en reparler tout à l'heure. Mais Arachnid, ce que ça fait, c'est un robot d'exploration qu'on a développé et qui parcourt Internet à la recherche de matériel pédopornographique. Donc là, on est plus dans des signalements. Plutôt que d'attendre que le public nous fasse des signalements, nous, on prend les devants pour découvrir ce matériel-là avant même qu'il nous soit signalé. Pour justement en obtenir la suppression auprès des organisations qui les hébergent. Parce que de plus en plus, sur Internet, vous le savez, vous êtes là-dedans, le contenu est généré par les utilisateurs, mais tu as des tas d'endroits où on n'est pas trop regardant sur ce que les utilisateurs produisent. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec du matériel illégal de type pédopornographie sur tes serveurs. Mais si toi, comme entreprise, tu n'as pas déjà un système de modération en place, bien, ce matériel là peut exister sur tes serveurs. C'est du matériel illégal, puis tu le sais même pas, jusqu'à ce que quelqu'un le découvre et t'en informe ou fasse un signalement. Et nous, donc, on est en mesure, par des procédés électroniques, de découvrir ce matériel-là à l'endroit où il se trouve pour ensuite demander à ceux qui l'hébergent de bien vouloir le retirer parce que c'est illégal puis ça porte atteinte à la dignité des enfants qui sont sur ces images-là. C'est parce que ce qui pour moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est tellement pas quelque chose que tu peux pas googler pornographie juvénile puis trouver des images. Fait comment ces gens-là, tu sais, je veux pas qu'on leur donne des trucs, mais comment tu trouves ça? Est-ce que c'est nécessairement aujourd'hui, je voulais entre autres qu'on parle beaucoup on voulait parler beaucoup du dark web parce que pour nous, c'est tellement un sujet flou puis c'est comme si ça existe pas pour vrai, là. C'est comme une idée un peu, c'est comme j'ai le goût de dire une licorne entre guillemets, là, que c'est comme en tout cas, on dirait que ça n'existe pas pour vrai. Tu sais pas où, comment que ça se trouve le dark web. T'arrives sur Google, t'écris dark web, puis tu sais, c'est pas de même ça marche. Ça. Ben, on va démolir un mythe tout de suite et j'expliquerai ensuite pourquoi c'est comme ça. Mais la plupart des gens s'imaginent que la pornographie juvénile, puisque c'est illégal, ça va se retrouver seulement sur le dark web. Bien sûr, il y en a sur le dark web, mais le gros du matériel, la vaste majorité du contenu pédopornographique que tu vas retrouver sur Internet, c'est sur le web visible, c'est sur la partie du web qui est accessible à tout le monde tous les jours. Puis je pense que avant d'aller plus loin, il faut expliquer un petit peu c'est quoi le dark web, parce que comme tu disais, dans la tête des gens, c'est un peu flou. Là. On sait que c'est là, on sait que c'est pas très, très catho ce qui se passe là-dessus. Mais on ne sait pas trop quelle forme ça prend. Alors, peut-être la meilleure image, c'est de voir ça un peu comme un iceberg. Okay? Tu vois l'Internet comme un iceberg. Le web visible, c'est la partie émergée. C'est les sites que tout le monde utilise tous les jours. C'est tout ce que tu vas trouver avec Google. C'est les médias sociaux. C'est Amazon avec tout ce que Amazon a à offrir comme produit. C'est le commerce électronique. Tout ça, c'est la partie, c'est ce qu'on appelle le web visible. Juste en dessous de ça, en dessous de la surface,
C'est ce qu'on appelle en anglais le deep web ou le web profond, le web caché, si tu veux. Il n'y a rien d'illégal là-dedans a priori, mais c'est des bases de données. Tu as des tas de sites web. Par exemple, dans le domaine universitaire, des sites web qui s'articulent autour de bases de données qui vont fournir le contenu à la demande. Ça, c'est pas indexé par les moteurs de recherche, mais c'est quand même une grosse partie du contenu qui est sur Internet. Les intranets, les extranets, tous les sites bancaires, ton courrier électronique, tout ça, c'est sur le deep web. Donc, c'est pas indexé par les moteurs de recherche, mais c'est dans la partie quand même visible du web, si on veut, la partie grand public. Et en dessous de ça, vraiment au plus profond, c'est là qu'on va retrouver le dark web, là où la lumière se rend beaucoup moins. C'est le dark web. Et tu peux pas accéder au dark web avec un navigateur classique comme Chrome ou Edge ou je sais pas moi, Firefox. Tu peux juste aller là avec un navigateur spécial qui s'appelle... C'est pas compliqué, tu peux le télécharger, l'installer, puis aller sur le dark web, mais à la différence du web que tout le monde connaît, si tu sais ce que tu cherches sur le web visible, mais tu sais pas où le trouver, tu vas demander à Google, puis Google va te dire où le trouver. Quand tu vas sur le dark web, il n'y a rien d'indexé. Il n'y a pas de répertoire, il n'y a pas de moteur de recherche. Tu dois savoir où aller. Et c'est là que intervient toute la notion, si tu veux, de communauté. Pendant longtemps, tout ce qui se rapportait à la pédophilie, à l'exploitation des enfants, c'était quelque chose de très clandestin. Mais maintenant, avec Internet et avec le dark web, les gens qui ont je dirais, cette déviation-là, vont former des communautés qui vont se retrouver sur le dark web. Pourquoi? Parce que sur le dark web, tout est chiffré. Quand tu te promènes sur Internet, tu vas sur les médias sociaux, tu vas sur Amazon, à droite et à gauche, on peut te retrouver si on a besoin de te retrouver parce qu'on va tracer ton adresse IP, ça va nous permettre d'arriver jusqu'à toi. Ouais. Mais sur le dark web, tout est chiffré. À partir du moment où tu rentres là-dedans, toutes tes activités sont relayées d'un relais à un autre un peu partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible de remonter à toi. De savoir ce que tu fais sur le dark web. Exactement. Et c'est pour ça que les gens qui se livrent à des activités illégales, comme du trafic d'armes, du trafic de drogue, des tueurs à gages, l'exploitation sexuelle des enfants, bien sûr, c'est l'endroit rêvé pour les gens qui se livrent à ces activités-là parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire sans trop de crainte de se faire attraper par la police, finalement, parce que tout est chiffré. Tu ne peux pas remonter, ou en tout cas très difficilement, à la source puis détecter l'adresse IP de ces gens-là pour découvrir qui ils sont. Je vois ça un peu comme... Là, je vais utiliser des mots épouvantables. C'est juste parce que moi, je pense juste au livre de Patrick Sénégal pendant que tu me parles de ça. Mais genre à hell.com, en tout cas, c'est un livre pour ceux qui ont le référent. Mais... c'est comme un club select qu'il faut que tu saches comment rentrer. Puis, tu sais, je m'imagine là, un monsieur, mettons, là, qui a 70 ans, là, qui n'est pas bien bon avec l'Internet, mais que lui, c'est un pédophile, puis que... Je veux pas que tu me dises comment, mais c'est ça que je comprends pas. Parce que l'accès, il faut que tu ailles des bases en programmation, il faut que tu ailles des bases en technologie, il faut que... Comment... C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peuvent tomber là-dessus. Oui. Disons que c'est pas un espace qui est aussi convivial que le web que tout le monde connaît et que tout le monde utilise à tous les jours, pour les raisons que je t'expliquais tantôt. Quand tu rentres sur le dark web, tu dois savoir où aller. Tu dois savoir où trouver ce que tu cherches. Mais parce qu'il n'y a pas de... À travers des communautés, à travers des contacts. Des communautés que tu te fais sur le web traditionnel? Oui, tout à fait. Puis même sur les médias sociaux, par exemple, tu as des groupes de gens qui peuvent se former. Puis à un moment donné, il y a des contacts qui se font. Puis par message privé, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va te dire, écoute, si c'est ça que tu cherches, va à tel endroit sur le dark web. Donc là, tu arrives sur le dark web, puis là, tu sais où aller. Puis une fois que tu rentres là-dedans, tu vas trouver, par exemple, des communautés
d'individus, des communautés pédophiles, où les gens vont justement s'échanger des informations sur où trouver telle collection d'images. Ou, par exemple, et ça c'est vraiment pathétique ce que je vais dire, mais tu as des enfants qui se sont fait abuser en bas âge, parfois il y a des dizaines d'années, et qui sont devenus, malgré eux ou malgré elles, des espèces de porn stars de l'exploitation des enfants. Des noms connus parmi les groupes de pédophiles. Exactement. Donc, c'est des personnes qui se sont retrouvées à un moment ou un autre en situation d'abus, qui ont été abusées sexuellement à 5 ans, 6 ans, avant ou après, va savoir, mais dont les images ont largement circulé au fil des ans. Et puis, parfois, des années après les faits, évidemment, leurs images continuent de circuler sur Internet, mais là, tu as des gens qui se demandent, je me demande qu'est-ce que cette fille-là est devenue aujourd'hui. Et donc, ils vont s'échanger des informations. Ah oui, elle fréquente telle université, ou elle est dans telle équipe. Donc, ça va jusque-là. C'est sur ce genre de communauté-là que tu vas retrouver ces informations-là. Alors, imagine à quel point les victimes d'abus pédosexuels dont les images circulent sur Internet peuvent vivre un enfer. On a fait, nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, des études là-dessus. On intervient beaucoup auprès de victimes qu'on appelle aussi des survivants ou des survivantes. Beaucoup préfèrent se faire appeler comme ça plutôt que victimes. Là, on comprend pourquoi. Et donc, on a fait des sondages, on a fait des enquêtes, des études auprès des survivants, des survivantes, pour qu'ils nous parlent un peu de leur réalité, pour que nous, ensuite, on puisse voir comment agir ou comment intervenir auprès des gouvernements, des pouvoirs publics pour mieux les aider, mieux les accompagner. Et puis, ce qu'elles nous disent, c'est que, écoute, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu sais pertinemment que des images des pires moments de ta vie sont en circulation sur Internet et sont vus et revus des centaines, des milliers de fois. Les gens, ils font pas juste les regarder, là. Non, exactement. Je veux dire, ils s'en servent pour leur propre gratification, pour leur propre plaisir. Fait que t'es comme tout le temps l'objet de leur masturbation. En fait, à chaque fois que quelqu'un revoit tes images, tu es carrément revictimisé. Puis ça, c'est pas le fun à vivre. Puis ça te met aussi dans des situations où tu marches dans la rue puis tu as constamment peur de te faire reconnaître sur la rue, dans des lieux publics, par des enfants qui auraient pu voir tes images sur Internet. Donc, ça amène beaucoup de victimes, beaucoup de survivants, survivantes à modifier leur apparence, justement par crainte de se faire reconnaître ou pour éviter de se faire reconnaître. Il y en a qui deviennent agoraphobes, qui veulent plus sortir de chez eux, de chez elles. Ça vient perturber ta vie sociale, ta vie scolaire, ta vie professionnel, tu as peur que ton employeur ou ton futur employeur te reconnaisse pour avoir vu tes images. Comment qu'ils pourraient... C'est sur le dark web. Les photos de dark web, ils restent sur le dark web. Fait que ça reste que c'est quand même une minime partie de la population, j'imagine. Merci de poser la question. C'est là qu'on va démolir un mythe. On parlait du dark web tantôt comme étant un lieu où se forment des communautés. Il y a des forums, les gens s'échangent des informations, puis tout ça. Mais le gros du matériel, en réalité, se trouve sur le web visible. Comment que ça peut être là? Exactement. Ben, en fait, ce qui se passe, puis ça, on l'a découvert comment? On l'a découvert avec une technologie qu'on a développée il y a 8 ans maintenant. Celle que tu parlais tantôt, qui s'appelle Projet Arachnid. Oui. Exactement. Donc, comment ça fonctionne exactement? Je vous parlais de CyberAide. On est là depuis 25 ans. On reçoit des signalements, on reçoit du matériel. Nos analystes traitent du matériel. On met nos bases de données en commun avec les services policiers, la Sûreté du Québec, Interpol, la GRC. Donc, on a beaucoup de ce matériel-là dont on prélève un petit peu les empreintes numériques. Tout ce qui circule sur Internet, c'est comme un humain que tu vas identifier à partir de son empreinte digitale parce qu'elle est unique à chaque humain. Ben, toute image, tout fichier qui circule sur Internet a une signature numérique, une empreinte numérique qui est unique à ce fichier-là. Donc, nous, toutes les images qui nous passent entre les mains, on prélève les empreintes numériques de telle manière à ce que nos robots qu'on lance sur Internet cherchent ces signatures-là, puis lorsqu'ils les trouvent, ils vont demander aux hébergeurs de les retirer. Maintenant, tu as des hébergeurs qui vont dire « Oh my God, c'est illégal. Of course, j'enlève ça tout de suite. »
puis tu en as d'autres qui vont carrément contester nos demandes ou qui vont carrément les ignorer. Et il y a quelques années, on avait découvert justement à travers cette technologie-là que le plus gros hébergeur de pornographie juvénile au monde se trouvait sur un serveur grand public à Paris, en France. Et ce serveur-là relevait d'une compagnie qui s'appelle Free, qui est un grand opérateur de services Internet là-bas. Donc, bien sûr, on leur envoyait des demandes de suppression à répétition. C'était un site pornographique en général, mais il y avait de la pornographie juvénile au travers de ça? C'est même pas a priori un site de pornographie, c'est juste un site d'hébergement de fichiers ouvert à n'importe qui. Okay. Toi, tu tripes sur les tournesols, tu veux publier tes photos de tournesol, tu peux aller là, ouvrir un compte, c'est gratuit, on ne te demande pas de t'identifier d'aucune manière, on te donne un espace de stockage illimité pour mettre ce que tu veux. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisaient cet espace-là à des fins tout à fait légitimes, mais pour les consommateurs et distributeurs de pornographie juvénile, c'était l'endroit rêvé. Parce qu'ils pouvaient aller là, ouvrir un compte. On ne te demande pas t'es qui, on ne te demande pas de preuve d'identité, on te donne tout l'espace que tu veux. Alors, qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils commençaient par aller sur le dark web pour justement camoufler leur identité. Et ensuite, ils débarquaient là, incognito, sur ce serveur-là pour placer leur collection de pornographie juvénile zippée dans un fichier qui pouvait faire 5, 6, 7 gigas, on va savoir combien. Espace de stockage illimité, on parle de plusieurs milliers d'images par fichier. Et par la suite, ils retournaient sur le dark web, dans leur communauté, leur groupe d'intérêt, pour dire « Hey, gang, si vous voulez ma collection, elle est à telle adresse, http machin, et voici le mot de passe pour y accéder. » Donc, c'est comme ça que le gros du matériel se retrouve sur le web visible, mais les informations pour y accéder se trouvent sur le dark web. Maintenant, l'exemple dont je vous parle du serveur à Paris, c'est très intéressant parce que ça me permet aussi d'expliquer comment on agit parfois contre le problème pour justement mettre des bâtons dans les roues à ces gros acteurs-là ou carrément les faire fermer. Dans ce cas-ci, on envoyait des demandes de suppression à répétition. Ils ont fini par nous ignorer carrément. Alors, on s'est dit, on va amener ça à un autre niveau. Qui est propriétaire de ce serveur-là? Et on se rend compte qu'au plus haut niveau, c'est un multimilliardaire français qui possède, entre autres, le journal Le Monde et un empire médiatique et tout et tout. Alors, on s'est dit... Ah ouais? Alors, on s'est dit, on va aller voir le magazine Forbes, qui est spécialisé dans la vie des gens riches et célèbres. Et on a dit à Forbes, « Hey, on a un scoop pour vous autres. » Et Forbes a mordu à l'hameçon. Forbes a sorti l'histoire. Et 48 heures plus tard, le site dont je vous parle était devenu inaccessible de l'extérieur. Donc, on a réussi... C'est à wow, félicitations. Ouais. Ça a été une belle victoire. Je vous cacherai pas que ça fait du bien de faire des coups comme ça des fois. C'est clair. Mais il y a toutes sortes de manières de distribuer du contenu. Ça, c'est un beau coup, je l'admets. Mais on peut donner un autre exemple où on a dû procéder autrement. Il y avait un autre site qui s'appelait Tritchen. C'est une sorte de forum où là, on était plutôt spécialisé dans les images pédopornographiques de petits garçons. Tu vois, clientèle très ciblée, mais quand même 100 000 utilisateurs dans le monde entier. Tu vois le genre? Et évidemment, on leur envoyait des demandes de suppression. Évidemment, ils nous ignoraient. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Pour qu'un site existe sur Internet, il y a des gens qui doivent te fournir un espace d'hébergement. Je veux dire, il y a des fournisseurs en amont qui te fournissent la connexion, etc. Donc, on est remonté d'un cran. Puis, on est allé voir ceux qui leur fournissaient la connexion en leur disant, bien, savez-vous que vous avez un client qui mène des activités illégales et voici qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous auriez envie de mettre la clé dans la porte de ce client-là en particulier. Puis, bon, tu sais, ce que ça a fait comme situation, c'est que ce site-là s'est fait fermer la porte, effectivement. Il a juste déménagé ailleurs, il a ouvert ailleurs. Et on a joué comme ça au chat et à la souris pendant un bon bout de temps.
Et puis, à un moment donné, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit, c'est pas compliqué, on va modifier un petit peu les images qu'on héberge. On va juste changer 1 ou 2 pixels de place pour espérer que nos images vont passer sous leur radar, tu vois. Ce qu'ils ne savaient pas, par contre, c'est que nous, la technologie qu'on utilise nous permet, on n'a pas besoin de correspondance exacte pour trouver des images. On peut avoir des correspondances floues un peu. Okay. Donc, si tu recadres un peu l'image ou tu changes des pixels de place, on va te trouver quand même. Et donc, on a réussi, après plusieurs mois d'efforts, de faire fermer ce service-là aussi, mais il a fallu procéder autrement. Donc, c'est des exemples des opérations qu'on mène là, pour lutter contre les gros joueurs là, Mais l'outil que vous avez, ça pourrait être très dangereux entre de mauvaises mains. Quelqu'un qui l'utilise pour juste ça se peut pas que ça arrive? Non, on s'entend que c'est archi sécurisé, mais de toute façon, cet outil-là, je veux dire, même si quelqu'un prenait possession de la base de données, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des codes alphanumériques. Quand je te disais tout à l'heure qu'on prélevait les empreintes numériques des images, dans le fond, on utilise un algorithme qui va générer pour chaque image une séquence de caractères 0, A, B, 6, 7, X, Y, Z. Donc, c'est pas, ça n'a aucune valeur autre que pour les activités qu'on mène. Ça vous montre pas les images? Absolument pas. Tu peux pas reconstituer une image à partir de son empreinte numérique, mais tu peux savoir que telle image correspond à telle empreinte. Je comprends. Moi, là, je veux savoir... Où est-ce que, parce qu'on entend tellement de choses, puis de plus en plus avec l'Internet, l'intelligence artificielle, tout ça, là ça a l'air que là, moi, je prends une photo, ma fille, quelqu'un pourrait prendre cette photo-là, puis la mettre, c'est où est-ce que les gens, puis où est-ce que les gens, en général, prennent les photos? Est-ce que c'est plus leur contenu? C'est-tu plus en personne qui vont prendre les photos des enfants en personne, fait que c'est des gens qui connaissent, ou c'est vraiment sur l'Internet, random, ils vont prendre des enfants? C'est comme des enfants des gens connus, genre les enfants à Céline Dion, et ils sont sur le dark web, c'est sûr. Tu comprends? J'ai le goût de savoir où est-ce que c'est qui prennent. Je dirais A, B, C, D, toutes ces réponses. C'est vraiment ça qui se passe. Évidemment... de nos jours, lorsqu'il y a un abus sexuel qui est commis contre un enfant, il y a presque toujours des images qui sont prises. Je veux dire, tout le monde a un téléphone intelligent, tout le monde a une caméra sur lui capable de prendre des images. Donc, lorsqu'il y a abus, il y a prise d'images. Pour vrai? Ah oui, toujours, presque toujours. Quand quelqu'un abuse d'un enfant maintenant, il se prend des preuves. Presque toujours. Est-ce qu'on peut savoir si je suis sur le dark web, moi? Comment on fait pour savoir? En fait... Ça, c'est un service qu'on va offrir aux victimes dans des situations. On a mis en place des services de soutien. Puis certaines victimes vont s'adresser à nous justement pour nous demander de les aider à faire retirer leurs images d'Internet. Dans les études qu'on a menées auprès des victimes, ce que beaucoup nous ont dit, c'est que à un moment donné, ils peuvent parfois réussir à passer par-dessus le fait qu'ils ont été abusés sexuellement à l'enfance, mais ce sur quoi ils sont jamais capables de passer par-dessus, c'est le fait de savoir que ces images-là existent, que des images ont été prises, que ça existe, que ça circule, puis que ça peut circuler à l'infini. Puis dans le fond, c'est un peu pour ça qu'on a créé Projet Arachnid. C'était justement par égard pour les victimes, pour faire quelque chose pour les victimes, leur montrer que non, il y a de l'espoir, on peut t'aider à enlever tes images de là. Donc, on va le faire, par exemple, couramment. Vous allez entendre des histoires de sextorsion dans les écoles, par exemple. Tu sais, la jeune fille vient de casser avec son chum, le chum est frustré, il y a des images intimes de son ex-copine, il veut se venger, il met les images en circulation. C'est des histoires qui arrivent tout le temps. Vous avez entendu ça dans les médias à répétition. Nous, on peut aider les victimes, justement, à partir du moment où on a les images, on peut prélever les empreintes numériques, puis si elles ont été mises en circulation, on va, dans beaucoup de cas, pouvoir les retrouver, puis mener des démarches là, pour les faire enlever d'Internet. Ça fait partie des services qu'on peut offrir à n'importe quelle victime, mais ça fait aussi partie de ce qu'on fait pour réduire globalement l'offre de pornographie juvénile là, sur Internet. Ça fait combien de temps que tu fais ça déjà? Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour le Centre canadien de protection de l'enfance. Heureusement...
Moi, je suis le gars de com. Je m'occupe des communications, mais on a dans notre équipe, je parlais de cyberaide.ca tantôt, on a dans notre équipe des gens dont le travail consiste justement à examiner ce matériel-là. Donc, imagine, eux, ce qu'ils vont voir dans leur quotidien, c'est des images absolument apocalyptiques d'abus d'enfants et je profite de toutes les occasions qui me sont fournies pour lever mon chapeau à ces gens-là. C'est pas un travail facile qu'ils et elles font, mais c'est un travail absolument nécessaire. Puis c'est en grande partie grâce à leur travail qu'on peut alimenter la base de données de projets arachnides. Puis plus cette base de données-là est grosse, plus on peut trouver d'images et plus on peut agir pour réduire la quantité de ces images-là sur Internet. Et on est même allé jusqu'à mettre notre technologie à la disposition d'un paquet d'autres organisations ailleurs dans le monde qui font exactement le même travail que nous. On en est rendu à 16 organisations dans 17 pays qui utilisent notre technologie pour nous aider à classifier les images. Parce que quand je disais tantôt qu'on cherchait les images de façon proactive, si Arachnid trouve une image quelque part qu'il n'a jamais vue, il va se dire « OK, les images qu'il y a autour, je sais que c'est de la pornographie juvénile, donc probablement que celles que je ne connais pas encore, mais qui sont là, sont probablement aussi de la pornographie juvénile. Ça devient des images suspectes. Et donc, on les met à part et tôt ou tard, il y aura un analyste ou une analyste qui va passer dessus, qui va l'examiner et qui va dire « Ah oui, c'est de la pornographie juvénile, c'est illégal dans la plupart des pays et cette image-là met en scène tel type de situation sur un jeune garçon ou une jeune fille de tel âge. » Donc, tous ces renseignements-là vont dans la base de données. Est-ce que l'enfant est connu, oui ou non? Est-ce que c'est une victime inconnue, oui ou non? Donc, on recueille toutes ces images-là justement pour enrichir nos bases de données. Puis, avec l'aide de ces organisations-là qui nous donnent un coup de main dans tous ces pays-là, ben, on devient plus efficace dans ce qu'on fait. Avez-vous eu des cas connus, mettons, là, des enfants là, que, justement, comme tu disais, là, littéralement, une genre de porn star du dark web de pornographie juvénile? Avez-vous des cas particuliers que vous avez suivis, tu sais, que jusqu'à, mettons, aller à l'université, essayer est-ce qu'elle sait que cette personne-là est une genre de porn star sur le dark web? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la pédophilie, les images sont souvent organisées sous forme de séries. Et les séries vont porter un nom. Donc, ce qu'on appelle une série, ça va être une série d'images consacrée à une victime en particulier ou une série d'images consacrée à une forme d'abus en particulier, mais souvent, ça se rattache à une victime. Et c'est des noms de séries qui sont connus dans le milieu. Donc, les consommateurs de ce matériel-là vont rechercher des images par nom de série. Ces mêmes noms-là sont connus des policiers qui font enquête dans le domaine. Et ce qu'on a commencé à faire il y a quelques années, en fait en 2015, si je ne m'abuse, au Canada, on a adopté, le gouvernement a mis en place la Charte des droits des victimes. Ça fait un paquet de choses, mais ce que ça fait, entre autres, c'est que ça permet aux victimes de faire une déclaration de victime qui pourra être présentée en justice lorsque telle ou telle histoire se retrouve devant les tribunaux. Et nous, ce qu'on fait, c'est que les victimes avec lesquelles on travaille, on leur offre la possibilité de faire une déclaration, soit une déclaration écrite ou une déclaration vidéo, souvent. Et on s'assure que les procureurs de la Couronne et les services policiers sont au courant de l'existence de ces déclarations-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la police débarque chez ton voisin qui est soupçonné de distribuer de la pornographie, il débarque là, il tombe sur une collection, ils vont passer, ils vont saisir les appareils, ils vont passer la collection à la perquisition informatique et tout ça. Et ils vont découvrir que, tiens, il y a des images de telle victime, puis tiens, le Centre canadien de protection de l'enfance a une déclaration pour cette victime-là qu'on vient d'identifier dans la collection. Alors, quand le gars va se retrouver devant un juge durant son procès, au moment de l'audience de détermination de la peine, ben, si on a trouvé des images de
50 victimes différentes sur son ordinateur, mais qu'on sait que là-dessus, il y en a 4 pour lesquelles on a des déclarations. Les procureurs de la Couronne vont les demander. On va présenter ces déclarations-là au moment de l'audience de détermination de la peine, justement pour faire comprendre aux juges, à l'accusé et à tout le monde qui est dans la salle du tribunal à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, mais du point de vue de la victime et à quel point le crime qu'on reproche à l'accusé est venu empoisonner la vie de la victime. Est-ce que vous avez déjà eu à annoncer à quelqu'un qu'elle était une victime ou survivante de ça? Comme que vous trouvez les images et vous retrouvez l'enfant ou maintenant adulte, ado? Ouais, ou un enfant qui n'a pas été abusé, mais qui a juste... qui a été des photos sur Facebook, puis qu'ils ont pris, puis que cet enfant-là il est devenu full populaire, genre sur le dark web. Mais en même temps, il faut qu'il soit tout nu. Oui, c'est ça, exactement. Quand on parle de pornographie ces photos-là, là, c'est ça. T'sais, nous, notre travail, c'est plutôt d'intervenir auprès des victimes. Mais évidemment, avec la quantité de matériel qui nous passe entre les mains, bien sûr, on est capable de savoir, lorsqu'on manipule des images, que, tiens, ça, ici, on parle d'une victime identifiée, on sait c'est qui cette fille-là, on sait c'est qui ce garçon-là. Mm-hmm. Mais il y a aussi beaucoup de victimes pour lesquelles on n'a pas de nom, on ne sait pas c'est qui. Puis ça, éventuellement, ce sera peut-être avec le travail d'enquête de la police qu'on va finir par avoir des informations sur telle victime. Puis quand on a ces informations-là, on peut les mettre dans la base de données pour pouvoir répondre à ceux qui vont contester nos demandes de suppression par la suite puis qui vont dire « Ouais, mais tu me demandes de retirer cette image-là, mais comment tu fais pour savoir que... Comment peux-tu me garantir que cette fille-là est mineure? Moi, je regarde la photo puis je trouve qu'elle a l'air d'une fille de 18, 19, 20 ans. Ça. Comment tu fais pour dire qu'elle est mineure? » Bon, soit on a déjà l'information, on sait que la personne était mineure au moment où les images ont été prises. Sinon, nos analystes, eux, ils ont la formation nécessaire pour être capables d'évaluer jusqu'à un certain point l'âge de la victime, mais le seul cas où on peut établir hors de tout doute raisonnable que la victime est mineure, c'est si elle est prépubère sur la photo. Autrement, on ne peut pas le garantir. Ah ouais. C'est à partir de 18 ans que c'est plus considéré de la pornographie juvénile. 16, 17, ça l'est encore? Exactement, oui. À 17, c'est encore de la pornographie juvénile et c'est encore illégal. Là, c'est pubère, fait que c'est vraiment quasiment impossible. Souvent, en tout cas. Exactement. Ouais, c'est quasiment impossible. Quand ça devient pubère, c'est compliqué. Donc, à moins d'avoir des informations qui nous viennent d'une source policière, comme quoi la victime était mineure au moment où la photo a été prise, on ne peut pas vraiment l'affirmer hors de tout doute. Là. Fait que tu n'as jamais eu à voir quoi que ce soit de terrible, étant donné que tu es aux communications ou tu as quand même fait face à des... Non, pour ma part, heureusement, non. Je te dirais par contre que ceux qui sont sur l'équipe de cyberAide.ca et dont le travail consiste justement à manipuler ce matériel-là, on a quand même... On est tout à fait conscient que ce n'est pas un travail facile et on a tout un programme d'accompagnement. Ils sont suivis par des psychologues régulièrement. Ils ont des séances de débriefing, de ventilation accompagnées par des psychologues. Si à un moment donné, ils ont eu une journée extrêmement difficile parce qu'ils sont tombés sur du matériel absolument épouvantable, à un moment donné, quand ta limite est atteinte, tu as la latitude voulue pour dire, regarde, je rentre pas au bureau demain, ça me prend une journée de break. On va dire... Il va-tu te payer pareil? On va dire, non, mais c'est plus... C'est ça? Non, mais c'est dans les conditions d'emploi. C'est reconnu par l'employeur que c'est pas un travail facile. C'est ça, fait qu'il va être payé pareil, là, parce qu'il y a eu une situation, c'est ça. Tantôt, avant de commencer le podcast, on a parlé un peu de signposting. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tu vois, le signposting, c'est une pratique qui consiste, si tu veux, à attirer des clients. Donc, tu vas avoir, comme je le mentionnais tout à l'heure, une bonne partie du contenu, en fait, la majeure partie du contenu pédopornographique sur Internet se retrouve sur le web visible. Et donc, tu peux imaginer, par exemple, un forum Facebook où, à un moment donné, il y a des gens qui se mettent à commenter une image tout à fait légale. Puis, à un moment donné, tu vas voir apparaître dans les commentaires quelqu'un qui va dire « pour voir d'autres images similaires à celle-ci, cliquez ici ». Et là, tu cliques là-dessus, puis tu arrives sur une série d'images qui sont, a priori, toutes légales. Mais le but de l'opération,
c'est d'attirer les gens tranquillement vers du matériel illégal. Ah, t'aimes ce que tu vois, tu veux en voir plus, ben clique ici, puis éventuellement, tu te retrouves soit sur le web clandestin ou ailleurs, où tu sors ta carte de crédit puis tu achètes le matériel. Donc, le signposting, c'est vraiment une pratique comme ça qui consiste à utiliser du matériel légal pour attirer des gens vers du matériel illégal, si c'est ce qu'ils cherchent. Genre une pub d'un enfant en costume de bain chez Sears. Genre. C'est là, quelqu'un va écrire... c'est ça. Ça serait ça. T'sais. Si tu aimes ce que tu vois puis tu veux en voir plus, ben, par ici. Mais en même temps, ça, là, il y a des... les gens sont watchés sur le vrai web. Là. Fait que tu ouvres une page que tu n'es pas supposé... Là, y a-tu une alarme qui sonne quelque part dans un bureau de police? Tu sais, comme cette personne-là est en train de sur un site, est en train de consommer la pornographie. Disons que c'est jamais une bonne idée de mener des activités illégales sur le web visible, justement parce que tout ce que tu fais sur le web visible est pisté d'une manière ou d'une autre. Tu sais, on parle souvent de protection de la vie privée sur Internet. Je veux dire, Google sait tout ce que tu fais quand tu vas sur Internet. Et te suivre à la trace. Puis c'est pour ça que si tu consultes des sites de jardinage, ben le lendemain, tu vas sur Facebook, puis tiens, regardons ça, on me propose des articles de jardinage. Tu sais. Donc, tout ce que tu fais sur le web visible laisse des traces. Mais quand tu es rendu sur le web clandestin, le dark web, tout est chiffré, il n'y a plus de traces. On ne peut plus remonter jusqu'à toi. Est-ce que l'intelligence artificielle a fait quelque chose là-dedans? Est-ce que le fait que là, on peut prendre un enfant puis le mettre tout nu, whatever. Est-ce que vous avez des images des fois, mais qui sont... C'est pas des vraies images, c'est juste qu'ils l'ont puis est-ce que vous avez quand même accès à ça ou vu que c'est comme intelligence artificielle, ça vient bugger, tu sais? Ça, c'est un gros sujet, puis ça préoccupe tout le monde de plus en plus. Oui, c'est ça. Tout le monde parle de ça en ce moment. Ah oui, tout à fait. En fait, quand ça a commencé, l'intelligence artificielle, on le savait jusqu'à un certain point qu'une image était fausse. Parce que tu regardais l'image, puis tiens, une main à 6 doigts. Ou les ombres concordent pas. Ou il y avait quelque chose dans l'image qui mettait la puce à l'oreille comme quoi c'était probablement pas une vraie image. Ça, c'était il y a quelques années à peine, dans les débuts de l'intelligence artificielle grand public. Mais maintenant, l'intelligence artificielle a atteint un degré de réalisme, de qualité. Là, ça devient très, très, très difficile de distinguer le vrai du faux. Puis, dans notre domaine, ça vient causer un tas de problèmes parce que les gens se mettent à créer du contenu pédopornographique, soit carrément faux, donc qui mettent du contenu qui met en scène des enfants qui n'existent pas dans des choses qui ont jamais fait. C'est mieux ça. C'est bien mieux ça. Mais ça reste du matériel illégal, au sens... Oui, mais ces personnes-là, ils vont toujours... Moi, pour vrai, là, tant qu'à ça, là, j'en ferai une plateforme pour ces personnes-là parce que rendu là, ils vont le consommer pareil. Puis il y en a, puis il va toujours en avoir des pédophiles. Fait que ça fait partie de la vie. On pourra pas jamais les enlever. Genre, on peut pas toutes les brûler, là. Tu comprends? C'est ça. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est vraiment touché de dire ça parce que une fois que tu as accès à quelque chose, ça peut ouvrir d'autres portes dans ta tête. Je sais, mais Liz, genre, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir qu'ils trouvent une solution à un moment donné parce que ils veulent prendre un vrai enfant humain ou un faux. Ben, OK, ben, prends le faux. Tu comprends? Ben, c'est que des fois, tu as un mélange des deux aussi. Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est que... puis ça fait partie de toutes les dérives que l'intelligence artificielle peut engendrer. Tu as, par exemple, des sites ou des applications de nudification. Très populaire dans les écoles. Tu tripes sur telle ou telle fille dans ta classe. Tu l'as sur les médias sociaux. Tu peux ramasser une photo d'elle sur les médias sociaux. Tu envoies ça dans cette appli-là. Tu cliques « Nudifier ». Et tu vas avoir une image générée de cette fille-là à partir d'une vraie photo tout à fait légitime, tout à fait légale de cette fille-là dans une situation tout à fait normale de la vie. Tu cliques sur « Nudifier », tu obtiens une version nue de cette fille-là. Et c'est très, très, très réaliste comme résultat. Et ce sont des applications qui sont très faciles à trouver avec une simple recherche Google. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, mais tu peux produire à partir d'une photo de n'importe qui du matériel pédopornographique. Tu peux même incorporer ça dans des vidéos. Donc ça, c'est une manière de faire avec ce genre d'applications-là qui sont accessibles à ceux qui les recherchent.
L'autre méthode que certaines personnes utilisent, puis on a un cas au Québec dont je vais parler tout à l'heure, c'est d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Donc, tu peux... Là, ça prend des compétences en informatique, évidemment, pour faire ça, mais tu te procures un modèle d'intelligence artificielle que tu installes sur ton serveur, dans ton sous-sol, et que tu entraînes avec toute la collection de matériel illégal que tu as monté pendant des années. Et après ça, tu peux prendre des images random que tu es allé chercher à droite ou à gauche sur les médias sociaux ou au party de fête de ta petite fille quand tous ses amis sont venus, tu as pris des photos, mais là, tu peux prendre ces mêmes images-là, les passer à la moulinette de ce système-là, puis générer à peu près ce que tu veux à partir de là. Puis on n'a pas besoin de chercher loin. Encore la semaine passée, en Alberta, il y a un entraîneur d'une équipe féminine de football qui s'est fait piéger par les autorités, justement pour ça. Il utilisait l'intelligence artificielle pour produire des images nues des athlètes qu'il entraînait. On a vu ça au Québec il y a 2 ans, si je ne m'abuse, un individu qui s'appelle Steven Larouche, qui a été traduit en justice. Un Sherbrookeois. On a trouvé chez lui ce qui a été considéré comme étant l'une des plus grosses collections de pornographie juvénile jamais saisies au Canada. On parle d'à peu près 1,5 million de fichiers individuels. C'est des vraies personnes qui ont pris des photos? Ou, en fait, 1,5 million de fichiers, mais sur ce demi-million-là, tu avais 86 000 fichiers à peu près qui avaient été créés par l'intelligence artificielle. Donc, le gars se servait de tout ce matériel-là qu'il avait en sa possession pour créer du matériel neuf à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, tu sais... Mais c'était pas des vraies personnes. C'était pas des vraies personnes. Okay. C'était pas des vraies personnes, mais tu vois un peu le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de matériel de pornographie juvénile en circulation sur Internet, mais avec l'intelligence artificielle, on peut en créer encore plus, beaucoup plus rapidement et d'une qualité qui permet parfois difficilement de distinguer le vrai du faux. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont attardés à ça? Est-ce qu'on veut ça ou ça? Parce que dans tous les cas, il va en avoir. Mais on va à la chasse à la sorcière. Genre, c'est une chasse sans fin. Ça va jamais finir. Il va toujours en avoir des pédophiles. Même si on enlève le contenu, ils vont aller trouver ailleurs. C'est ça existe. Fait qu'il y a personne qui a comme demandé... qui vont... C'est pas tous des consommateurs de pornographie juvénile, 100%. Dans le sens qu'il y a des gens qui vont avoir une attirance pour les enfants qui vont jamais la vivre ou la dire. Je sais, mais je parle de ces personnes-là qui veulent... La personne qui veut chercher ça, elle va finir par le trouver. Est-ce que je veux qu'elle cherche une image d'un vrai enfant ou d'un pauvre? Tu comprends? Genre, dans tous les cas, elle va le trouver. C'est sûr que nous, la moindre des choses qu'on peut faire pour les victimes, c'est de leur démontrer qu'on fait tous les efforts possibles pour retirer ces images-là d'Internet. Mais là, à un moment donné, ce qui va devoir se passer, parce que le Canada est vraiment en retard là-dessus, c'est que notre gouvernement intervienne pour un petit peu mettre des balises à tous les opérateurs de plateformes numériques au Canada, comme ça se fait dans d'autres pays. Ce qui se passe un petit peu depuis qu'Internet est Internet, depuis qu'Internet existe, on s'en remet plus ou moins aux opérateurs des plateformes numériques pour s'auto-réglementer. Là, on voit bien, après tout ce qu'on vient de se dire depuis le début de l'entretien, que l'autoréglementation ne fonctionne pas parce que Internet existe depuis un bon bout de temps maintenant, puis tous ces problèmes-là ne font qu'empirer avec le temps. Donc, on ne peut pas compter sur les gros joueurs d'Internet pour s'autoréglementer. Ça ne va pas arriver. Ils nous en font la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gouvernements doivent intervenir pour les ramener à l'ordre puis leur imposer des balises, des contraintes, des règles qui vont faire en sorte qu'ils vont être obligés de mieux protéger les enfants sur leur plateforme numérique. Tu sais, j'aime bien faire un parallèle avec la réalité. Tu es un fabricant de jouets, toi. Tu veux mettre un jouet sur le marché. Il va falloir que ton jouet réponde à une douzaine de règlements différents avant d'être autorisé pour la mise en marché pour protéger la sécurité de l'enfant. Tu sais, on ne veut pas que ton jouet ait des lames de rasoir, je ne sais pas moi, tu comprends? Mais tu es un développeur de plateforme numérique, puis sur ta plateforme, n'importe quel adulte peut entrer en contact avec n'importe quel enfant. À quel règlement dois-tu te conformer avant de mettre ta plateforme en ligne? Rien, nada. Puis c'est ça le problème. Les opérateurs de plateformes numériques n'ont pas
y a pas de règles, il n'y a rien. Donc, c'est au gouvernement d'intervenir pour justement les forcer, par exemple, lorsqu'ils reçoivent des signalements ou des demandes de suppression qui viennent de nous ou qui viennent d'ailleurs, ben dans certains pays, tu as 24 heures pour agir sous peine d'amende et des amendes assez salées. Je peux parler du Royaume-Uni, je peux parler de l'Australie, je peux parler de l'Union européenne, je peux parler de certains États américains. Il y a des tas d'endroits dans le monde qui ont justement mis en place des mesures très, très, très rigoureuses pour mieux protéger les enfants sur Internet, mais au Canada, rien du tout. Donc, il serait temps que ça bouge. C'est qui qu'on peut aller voir? Écris à ton député. Je pense mais ça n'a pas de bon sens que ce soit genre... Non, pas là, au Québec, on est quand même... Moi, je pensais qu'on était avant-gardiste sur beaucoup de choses, comme plus que les US, mettons. Là. Non, il y a beaucoup de travail à faire. En fait, on n'est pas assez près de faire un bon premier pas dans la bonne direction. Au printemps dernier, il y a eu un premier projet de loi, le projet de loi C-63, qui a été déposé au Parlement et qui ça allait pas tout régler, mais ça allait quand même mettre certaines balises là, aux entreprises Internet. Là. Mais on connaît la suite. Le Parlement a été prorogé. Le projet de loi est mort au feuilleton. On est allé en élection. Puis là, c'est un nouveau gouvernement qui est là. On se console en se disant que Mike Carney, dans son programme électoral, avait manifesté son intention de réactiver ce projet de loi, ou en tout cas un projet de loi du même type pour protéger les enfants sur Internet. Il veut aussi rendre tout ce qu'on appelle les hypertrucages, comme on parlait tout à l'heure, la diffusion d'hypertrucages sans consentement. Il veut rendre ça illégal. C'est pas encore fait, mais on sait au moins qu'on a au plus haut niveau un politicien qui a ces intentions-là. Donc, mais tu sais, à quel point ça fait peur qu'il n'y ait aucun gouvernement qui voulait le faire. Ça veut dire que clairement, il faisait genre... En tout cas, regarde, hein? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Ils sont probablement là-dedans. Bien, c'est pas simple à gérer. Tu regardes aux États-Unis... c'est difficile d'interdire des choses de pédophiles. Hein, c'est pas dans notre première liste de choses à faire. Ben voyons, calé, c'est la première chose. Tu me dis ça, ben je te dirais, ben oui, check, fini. Pourquoi ils font pas? Ben en fait, le gros problème, là, puis je te dirais, c'est le combat que tous les pays qui ont réussi à faire quelque chose dans ce domaine-là, puis le problème auquel on fait face, nous autres aussi en ce moment au Canada, c'est qu'à partir du moment où tu veux agir là-dessus, tu as les défenseurs de la vie privée qui montent aux barricades puis qui disent « Ah ben là, franchement, tu vas pas commencer à scanner mon disque dur ou mon compte Facebook ou mon compte Instagram pour voir si j'ai de la pornographie juvénile. C'est une invasion de ma vie privée. Si tu scannes pour de la pornographie juvénile, tu peux scanner n'importe quoi. » Donc, tu sais, c'est ça. Ça fait partie des enjeux, puis souvent... Les politiciens peuvent être très sensibles à cet enjeu-là. Mais, ben oui, parce qu'ils ont beaucoup de choses à cacher, eux autres aussi, les politiciens, souvent. Oui, fait qu'à un moment donné, il faut mettre nos priorités dans le bon ordre. Là, Qu'est-ce qui est le plus important? La protection de la vie privée ou la protection des enfants contre les abus sexuels? C'est franchement. Faut que je me garde. Il y a... Dans les plateformes illégales, là, tu parlais il y a un réseau qui se spécialise dans le partage d'images de jeunes garçons. C'est ça que tu disais tantôt? Oui, c'est ça. C'est le forum 3chan dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Ça, c'est celui qui avait été... Oui, exactement. Ouais. Ça, on a réussi à le faire fermer. Ça n'a pas été facile. Ça a été un combat là, qui a duré plusieurs mois. Plusieurs mois pendant lesquels on a joué au chat et à la souris avec l'opérateur de cette plateforme-là qui, à chaque fois qu'on réussissait à le faire fermer, il changeait de serveur puis il reprenait ses activités ailleurs, dans un autre pays ou sur un autre serveur à droite et à gauche. Donc, ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Par la suite, il s'est mis à utiliser toutes sortes de stratagèmes technologiques pour essayer de contourner nos mesures en changeant des pixels de place dans les images, etc. Mais on a fini par le faire fermer quand même. Est-ce qu'en ce moment, vous avez un dossier comme ça sur lequel que vous êtes en train de... quelque chose en particulier en ce moment sur lequel vous travaillez fort? Pour essayer de faire fermer. Oui, ben en fait, c'est constant. Hein? Arachnid, ça roule 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, à un moment donné, tôt ou tard, on finit par remarquer que, tiens, il y a beaucoup d'activités ici. Puis quand on va voir d'un peu plus près, on se rend compte que, OK, ça fait, je sais pas moi, 20 000 demandes de suppression qu'on envoie à cet hébergeur-là. Puis les images sont encore là. Qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à creuser un petit peu plus, puis
aussi qu'on prend des mesures pour faire bouger les choses. On peut s'y prendre de toutes sortes de façons. Tu sais, j'ai mentionné tout à l'heure, avec l'hébergeur à Paris, on est passé par les médias, par Forbes. Avec Tritchen, on est passé par les fournisseurs de services de cette plateforme-là. Mais regardez ce qui s'est passé dans le cas de Pornhub, par exemple. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, ça? Ben, à un moment donné, il y a quelques années, 2 ans et demi, 3 ans, il y avait eu une grosse enquête de Nicholas Kristof dans le New York Times qui parlait du fait que cette plateforme-là, qui est a priori une plateforme de pornographie pour adultes, mais qui avait quand même beaucoup de contenu pédopornographique. Puis, il racontait les démarches infructueuses de je ne sais plus combien de victimes qui s'adressaient directement à Pornhub pour faire retirer leurs images en disant, mais regarde, j'avais 14 ans là-dessus, enlevez-moi ça de là. Puis Pornhub qui ignorait systématiquement leurs demandes. Donc, ça a été un gros dossier, une grosse enquête du New York Times. Puis pas longtemps après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Visa et Mastercard ont dit, nous, on ne fait plus affaire avec vous autres. Alors, imaginez pour une entreprise comme ça qui roule sur la vente de matériel à travers des cartes de crédit, ça fait mal. Donc, ça a forcé Pornhub à revoir un petit peu ses procédures, à améliorer ses pratiques de modération de contenu, puis à valider le consentement de toutes les personnes dont les images se retrouvent sur leur serveur, etc., etc. Donc, c'est un autre moyen d'agir. Il faut que des gros joueurs se fâchent. Oui. Tu parlais tantôt de disparition d'enfants. Est-ce que vous en faites encore ou comme... Oui, ça fait partie des activités du programme du Centre canadien de protection de l'enfance. J'ai parlé de cyberAide.ca, qui est notre centrale de signalement. Mais on a aussi tout un volet de recherche d'enfants disparus où on coordonne un petit peu les efforts au niveau national. Comme par exemple, au Québec, on travaille beaucoup avec Enfants Retour. Donc, s'il y a une situation qui se passe au Québec, on va travailler avec Enfants Retour. On va échanger des informations justement pour faciliter là, les recherches de cette ou de ces enfants-là. On fait la même chose avec toutes les autres provinces au Canada. Puis il y avait un film là, qui, je ne sais plus c'est quoi de son nom, là, c'est un nom bizarre. Là. C'était une histoire vraie, là, vraiment, puis ça n'a même pas passé au cinéma parce que justement, c'est ça. Là. C'est aux États-Unis, là, les affaires de disparition d'enfants, que c'est un vrai policier là, qui travaille là-dedans, puis que justement, les enfants, ils se faisaient genre voler par des venez faire un shooting photo avec vos enfants, puis là, finalement, ils se faisaient envoyer dans d'autres pays. Est-ce que ici, au Canada, ça arrive, des situations comme ça, ou c'est vraiment très rare? Ou Non, ça arrive. Il y a des réseaux de trafic d'enfants. C'est connu. Autour de certaines stations de métro, à un moment donné, tu as des recruteurs qui vont aller vers les jeunes qui se présentent là, qui vont leur faire des propositions. Puis tranquillement, tu te fais embarquer dans des réseaux de prostitution et autres. Écoute, il n'y a pas de limite aux formes d'exploitation qu'on peut voir contre les enfants sur Internet. Tu as des entreprises dont la spécialité consiste justement à le faire en direct devant un public de gens un peu partout dans le monde qui vont carrément caler les shots puis demander que telle ou telle affaire se passe en direct à l'écran. Ça se fait. Il y a eu des arrestations comme ça. Il y a toutes sortes de dérives. On n'a pas encore beaucoup parlé de sextorsion, mais ça, c'est un autre truc. Là. C'est quoi ça? La sextorsion, ça, c'est quand tu te fais approcher, disons, sur une plateforme comme Instagram, par un gars que tu connais pas. Toi, tu as 16 ans. Et puis, tu échanges avec cette personne-là pendant un certain temps. Puis, à un moment donné, la conversation va déménager sur une autre plateforme, genre Snapchat, pour permettre des échanges plus intimes et tout. Et puis, là, dans l'intimité, toutes sortes de choses peuvent se passer. Je sais pas, moi, tu flashes tes seins ou quoi que ce soit. Puis là, oups, il y a des photos qui sont prises. Et puis ces photos-là, ensuite, vont être utilisées pour te faire chanter « Hey, garde, j'ai pris cette photo-là de toi. Si tu veux pas que je la mette en circulation auprès de tous tes amis sur Instagram, tu vas me faire tel truc. » Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que, oui, c'est un gros problème, la sextorsion, depuis plusieurs années, mais tu as maintenant des organisations internationales qui
qui se spécialisent justement là-dedans parce qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Ce qu'on va te demander, si tu te fais prendre au piège de la sextorsion, c'est soit d'autres images de toi-même et des images plus osées, ou alors une somme d'argent dans le but d'acheter la paix. Mais ça ne marche pas. Ça fait partie des conseils qu'on donne un peu partout. Si un sextorqueur te dit « Hey, envoie-moi 100$, puis je te laisse tranquille », ben, si tu donnes à ces gens-là ce qu'ils leur demandent, ils vont juste t'en demander encore plus. Donc, la meilleure manière, quand tu te fais prendre au piège de la sextorsion, c'est juste de couper la communication, couper les ponts, fermer ton compte, puis faire un signalement, parce que souvent, ces gens-là vont pas travailler sur un seul enfant à la fois, ils vont travailler sur plusieurs enfants à la fois. Puis comme je le mentionnais tout à l'heure, tu as des organisations frauduleuses qui sont basées en Afrique de l'Ouest, aux Philippines et ailleurs, qui ne font que ça, écumer les médias sociaux à la recherche de victimes potentielles. Puis dans le cas de la sextorsion, c'est beaucoup les jeunes garçons qui se font prendre au piège. Oui. Probablement parce que dans ce milieu-là, on s'imagine que c'est plus facile d'aller chercher de l'argent auprès d'un jeune garçon qui va avoir extrêmement honte de ce qui vient de se passer, qui va vouloir protéger son honneur, puis qui va allonger l'oseille beaucoup plus vite dans le but que ça s'arrête, tu sais. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos enfants? Je pense que c'est important d'avoir des conversations régulières avec nos enfants là-dessus. C'est important comme parents ou quand on a des enfants dans notre entourage d'être bien informés. Puis j'avoue que c'est un défi peut-être pour les adultes qui nous écoutent parce que on sait très bien que nos enfants, c'est la première génération qui sont nés avec Internet, qui ont grandi avec Internet. Internet a toujours été là, alors que pour leurs parents, Internet est arrivé plus tard. Ouais. Donc, comme parents, des fois, on ne se sent pas toujours très, très bien outillés. On a l'impression que nos enfants sont beaucoup plus compétents que nous en la matière. Mais là, mettons qu'on parle de pubère, là. Mettons que nos enfants, nous, ils ont 2, 3 puis 4 ans, là, tu sais, dans ce coin-là, là. Bien, les enjeux se transforment avec l'âge des enfants. Tu sais, les premiers contacts qu'un enfant de 3-4 ans va avoir avec Internet, ça va être à travers des jeux, par exemple. Puis, tu sais, quand tu es rendu plus à l'adolescence, bien là, c'est les médias sociaux puis tous les enjeux qui viennent avec. Tu sais, les médias sociaux, c'est des mines d'or pour les pédophiles parce que... Bien, c'est souvent les parents qui vont fournir, tu sais. Puis là, moi, mettons, là, j'ai mis souvent des vidéos de mon petit gars qui joue dans le salon en couche, tu sais. Ça, à quel point c'est dangereux? Bien, je pense qu'il faut être conscient maintenant, surtout avec l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure. À partir du moment où on met des photos sur Internet, on s'expose. La triste réalité de nos jours, c'est que le risque existe que quelqu'un, quelque part, reprenne ces photos-là pour en faire autre chose, avec l'intelligence artificielle notamment. Donc, tu sais, on ne va pas se mettre des œillères puis dire aux gens, non, 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 vous n'avez rien à craindre. Le risque existe. Est-ce que ça va t'arriver? Peut-être que oui, peut-être que non, mais le risque existe. Ça reste que c'est... Je sais pas à quel point j'ai tort de penser. Mais c'est parce que, exemple, moi, ça m'est arrivé souvent, là, que comme j'ai vu sur des forums, là, des gens qui ont pris des photos de moi puis qui m'ont mis tout nu, là, qui m'ont nudifié. Ben puis j'en ai honnêtement rien à battre. C'est pas moi. C'est pas mon corps. C'est pas, tu sais, je m'en fous, là. Si tu veux te crosser sur une image qui n'existe pas, you do you, là. Puis, tu sais, j'avoue qu'il y a une partie de moi qui dit ça reste que c'est pas mon fils. Mon fils se fait pas toucher. Mon fils se fait pas abuser. Tu sais, il y a pas personne qui... Est-ce que je suis complètement cinglée de me dire ça? Ben, en même temps, je veux dire, c'est des images de ton fils qui ont été utilisées, manipulées à travers différents procédés pour faire d'autres images. Donc, quelque part, on vient un petit peu porter atteinte à la dignité de ton fils. Mais en même temps, même si au bout du compte, on va se retrouver avec du matériel, de fausses images, les dommages que ça peut causer sont quand même réels. Puis c'est pas pour rien que ce matériel-là est illégal au Canada. Même le matériel, le matériel de pédopornographique de type deepfake, c'est carrément illégal. À partir du moment où tu crées des images qui mettent en scène des enfants dans un contexte sexuel. Tu viens de créer de la pornographie juvénile, que ça a été fait à la main par un dessin ou sous forme de texte ou à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça reste du matériel illégal. Pourquoi? Parce que ce matériel-là, et on le sait très bien, et plusieurs études l'ont démontré, ça peut mener certaines personnes à passer à l'acte.
la simple existence. Je veux dire, on n'arrive plus à compter les cas où des individus en cours avouent dans leur procès être passés à l'acte après avoir vu de la pornographie juvénile sur Internet. Alors qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas important. Ça reste la pornographie juvénile, puis ça peut amener des gens à passer à l'acte. Qu'ils ne le faisaient pas, puis là, parce qu'ils en ont vu, soudainement, ils ont fait le... Exact, ça les a allumés, quelque part. Fait que c'est pour répondre à ta question tantôt de si le AI, c'est aussi grave. Parce que... Ouais, mais la personne, elle va le chercher. Fait que rendu là, elle va déjà le trouver. Ben, on va pas le rendre plus simple. Tu comprends? C'est que c'est la première étape du... C'est impossible, on ne pourra jamais empêcher ça. C'est con, mais... Il y a des gens qui font ça. Oui, je sais, mais c'est une chasse à la sorcière infinie, c'est ça que je dis. Je pense que c'est pas le choix. Ben, j'aime mieux du AI, j'aime mieux du intelligence artificielle. C'est correct, mais que ça continue d'être quand même. Moi aussi, c'est sûr, je préfère du AI que de la réalité, mais ça reste que la chasse à la sorcière est importante parce que, comme il vient de dire, 100%, c'est sûr. Ça reste qu'il y a du AI, c'est sûr. Ça va pousser des gens. C'est sûr. Sauf que la personne, elle s'en va chercher ça, elle va déjà le trouver rendu là. Fait que ça va l'amener dans tous les cas. Puis c'est très défaitiste comme. Ouais. En tout cas, regarde, je suis juste découragée. Mais c'est décourageant. Est-ce que c'est plus... C'est qui regarde ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui consomment ça? Genre, c'est-tu plus comme surprenant qu'il y a beaucoup de femmes qui... Donc, il n'y a pas vraiment de profil type. Tu sais, les gens vont souvent s'imaginer, là, tu dis le mot pédophile, puis là, les gens imaginent un vieux mononcle cochon avec un chapeau qui est assez répugnant comme personnage et tout ça. Mais la réalité, quand tu regardes, quand il y a des opérations policières, on fait des arrestations, puis des fois, c'est des dizaines d'arrestations. Tu regardes le profil des individus, tu vas avoir des entraîneurs, des prêtres, des enseignants, des gars de 16 ans, des gars de 80 ans et tous les âges entre les deux. Ouais, et à l'occasion, tu vas avoir des femmes aussi. Je te dirais pas que c'est la majorité, mais il y en a aussi. Donc, il n'y a pas de profil type vraiment, là. Ça peut être n'importe qui. Ce qu'on voit souvent, il ne faut pas faire de généralisation, mais on sait que ceux qui ont des penchants pédosexuels vont parfois avoir tendance, dans leur choix d'activité professionnelle ou bénévole, de choisir des domaines d'activité où ils vont être en contact avec des enfants. C'est comme ça qu'ils vont devenir entraîneurs d'une équipe comme le type dont je parlais tout à l'heure, qu'on a arrêté en Alberta la semaine dernière, entraîneur d'une équipe junior féminine de football. Tu sais. Mais il ne faut pas faire de généralisation là-dessus. Je pense que, pour revenir à votre question initiale de tout à l'heure, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme parents, comme adultes, avec des enfants dans notre entourage? Il faut s'informer. Je vous parlais de cyberaide.ca tout à l'heure. C'est bon de savoir que... C'est la job de rêve d'un pédophile, ça? Pardon? C'est la job de rêve d'un pédophile, ça? De travailler pour Cyberrêve. Oui, mais je te dirais que les filtres sont là. Quelqu'un qui veut venir travailler chez nous, là, il y a tout un processus là, en place pour qu'on s'assure que les gens qu'on choisit pour faire ce travail-là sont les bonnes personnes qu'on veut avoir. Là. Donc ça, c'est pris en charge. Mais avec cyberaide.ca, on est en mesure de déceler des tendances et lorsqu'on remarque quelque chose, par exemple que telle nouvelle appli qui est super populaire auprès des jeunes est utilisée de telle manière par des pédoprédateurs, on va lancer des alertes et tu peux t'abonner à ça et les recevoir gratuitement par courriel. Donc, au fur et à mesure qu'on envoie des alertes, ça te permet de suivre un petit peu les développements d'Internet pour être en mesure de mieux protéger tes enfants. Puis je te dirais aussi que, on le sait, hein, presque à tous les jours, il y a quelque chose qui sort dans le journal, à la radio, on en parle ici aujourd'hui, à la télévision. Donc, c'est autant de bonnes occasions pour les parents de reprendre ces informations-là qui mettent en cause d'autres enfants que les leurs pour avoir des conversations avec leurs propres enfants. « Hey, il est arrivé telle situation, as-tu déjà entendu parler de la sextorsion? Tu connais-tu quelqu'un qui s'est fait prendre au piège? Qu'est-ce que tu ferais si ça t'arriverait? » Donc, tu sais, d'avoir ces conversations-là régulières avec tes enfants, ça te permet de développer cette espèce de lien-là qui va faire en sorte que si jamais ton enfant se retrouve dans le trouble, il y aura peut-être le réflexe de se tourner vers toi d'abord et avant tout pour avoir de l'aide parce qu'on le voit bien avec les services de soutien qu'on offre, quand il y a des adolescents qui viennent vers nous pour avoir de l'aide puis qu'on leur demande « En as-tu parlé à quelqu'un d'autre? » Dans la moitié des cas, ils n'en ont jamais parlé à personne. Ils ont honte de ce qui s'est passé. Ils cherchent à régler le problème par eux-mêmes. Donc, tu veux casser ce modèle-là. Tu veux faire en sorte que si ça arrive à ton enfant,
c'est toi la première personne à qui il va en parler. Puis c'est en ayant ces conversations-là régulières avec ton enfant que tu vas peut-être réussir à installer cette dynamique-là entre toi et ton enfant. Puis est-ce que... c'était quoi, oui? Tu sais, moi, mettons... Moi, mes enfants, je ne montre plus le visage, ces réseaux, pour des questions ça, puis aussi d'autres. Tu sais, je vends des dildos, puis ça me tente pas quand mes enfants soient, tu sais. Fait que ça, puis mais ma famille, tu sais, qui, eux, ça, on dirait que ça m'a... J'étais comme tout le temps un entre-deux, genre de comme... Tu sais, ma mère, elle poste ma fille sur Facebook. À quel point, mais tu sais, elle n'a pas de... Tu sais, elle a genre peut-être 300 amis, tu sais, contrairement à moi qui en a 150 000. Ouais. Fait que, mais à quel point tu trouves qu'il y a-tu un risque aussi qui est considérable aussi que... Où je devrais juste dire, hey, même ma famille, il n'y a personne qui met mes enfants sur les réseaux. Genre, est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça que c'est vraiment. C'est sûr que c'est un malaise. Si c'est un malaise chez toi, il n'y a rien qui t'empêche d'en parler aux gens de ton entourage, de dire, hey, les photos de mes enfants, on peut-tu garder ça en dehors d'Internet? Néanmoins, comme je le mentionnais tout à l'heure, le risque existe. Le risque sera toujours là que n'importe quelle photo qui se retrouve sur Internet soit récupérée et utilisée à mauvais escient par quelqu'un d'autre, tôt ou tard. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Je veux dire, dans les réseaux sociaux, par exemple, au niveau des paramètres de confidentialité, ben, tu sais, si tu peux réduire considérablement la diffusion de tout ce que tu postes. Tu peux aller jusqu'à dire, ben moi, ce que je poste, je veux réserver ça à mes amis proches, à ma famille proche. Je veux pas que mon matériel soit accessible à des gens qui sont pas déjà dans mon réseau d'amis. Donc, à partir du moment où tu filtres un petit peu les gens qui te suivent sur les médias sociaux, tu viens de réduire un petit peu le risque aussi qu'un étranger que tu connais pas. Mais souvent, tu sais, les pédophiles, c'est souvent un tiers, c'est des gens de l'entourage, là. Ah ben oui, ça, tu as tout à fait raison. Statistiquement, on le sait, là, lorsque... Les statistiques sont là. Fait que finalement, on est dans le chenoute. Oui, non, c'est sûr. La plupart des crimes sexuels sont généralement commis par un membre de l'entourage. Pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, c'est la triste réalité. Et c'est pour ça que quand tu regardes le matériel pédopornographique, puis que nos analystes, par exemple, essayent de voir dans quel contexte les images ont été prises, on se rend compte que dans la majorité des cas, le contexte, d'après ce qu'on voit, le décor, on est dans une résidence privée. On n'est pas dans le fond d'une ruelle ou dans un parc, on est dans une résidence privée. Donc, il y a de fortes chances que cette scène-là met en scène un enfant abusé par quelqu'un qu'il connaît déjà dans un lieu qu'il a l'habitude de fréquenter. Oui, c'est comme ça. Vous avez vu des vidéos, là, des affaires, là, des trucs complets sur des enfants de 4 ans, là, mettons. Là. Il y a des gens qui ont vu écoute, ça. C'est un autre aspect plutôt odieux du problème, c'est que, et on a fait quelques études aussi qui l'ont démontré, c'est qu'il y a une demande qui va en augmentation pour des enfants de plus en plus jeunes. Dans le monde de la pédophilie, vous avez fait un podcast là-dessus il y a quelques semaines, je crois. Puis c'était venu sur le sujet, justement. Il y a toutes sortes de déviations. Il y en a qui vont triper sur des garçons, il y en a qui vont triper sur des filles, il y en a qui vont triper sur un certain groupe d'âge, mais il y en a aussi qui vont triper sur des bébés, malheureusement. Puis il y a une demande pour ce genre de matériel-là. Puis, dans ce domaine-là, bien évidemment, ceux qui s'en prennent à des bébés se disent j'ai peu de chances de me faire dénoncer parce que je m'en prends à quelqu'un qui n'est même pas encore capable de parler. Tu vois, donc c'est... On se souviendra peut-être même pas. Il prendrait... OK, mais on dit, il peut pas pénétrer un bébé, là, genre... Pourrait... Ben oui, Oui, mais ça paraîtrait. C'est ça que je veux dire. C'est comme... Comment dire, s'il dit qu'il ne peut pas parler, mais crème. Il y a des bébés... Je dirais des bébés qui sont morts comme ça. T'as pas idée de ce qui se passe sur ces images-là. Puis sais-tu quoi? Rendu là, j'ai même plus envie d'en parler. C'est pas... non, il y a des choses... dans l'univers de la pédopornographie, il y a des choses absolument dégradantes qui se passent. Puis c'est pourquoi, même au niveau de la terminologie, OK, le terme pornographie juvénile, c'est ça qui est utilisé dans le code criminel pour le moment, mais c'est en train de changer. Nous, de notre côté, on n'utilise pas le terme pornographie juvénile dans nos communications. Pour qualifier ces images-là, on parle d'images d'abus pédosexuels. Parce que c'est ça que c'est au bout du compte. C'est pas... faut pas banaliser ces images-là. Pour qu'une telle image existe, un enfant doit nécessairement être abusé d'une manière ou d'une autre. Ce sont des images d'abus pédosexuels. Et le nouveau terme
que vous allez voir apparaître dans le code criminel à partir du mois d'octobre, c'est matériel d'abus et d'exploitation pédosexuelle. On n'utilisera plus pornographie juvénile, on va dire matériel d'abus et d'exploitation pédosexuelle. Bon, on aime mieux ça de même. C'est plus... c'est ça que c'est. Exactement. Ça, ça découle d'une demande que les victimes, les survivants, les survivantes ont faite à répétition, de faire disparaître ce terme-là, qui est disparu dans beaucoup d'autres pays avant le Canada, justement pour faire prendre conscience à tout le monde que le genre d'image dont on parle ici, c'est pas du stuff léger, ce sont des images d'abus. Mais pour tout ce qui est prépubère, là, avant la puberté, avant, tu sais, mettons, je sais qu'il y a une zone plus floue, mettons, des femmes, des filles de 17, 16 ans sur des sites de pornographie, mais dès que c'est prépubère, c'est dans le sens qu'ils doivent logiquement être plus protégés parce que c'est plus dur à trouver ou tu sais, dans le sens que, mettons, là, exemple, mais je faisais des petites figurines avec ChatGPT, là, tu fais des figurines de toi-même, puis là, j'ai comme, je vais en faire une de mon fils, tu sais, fait que j'ai demandé à ChatGPT de faire une figurine de mon fils de 2 ans, puis il veut pas. T'sais, il veut même pas faire un AI d'un enfant de 2 ans. T'sais, peu importe de quoi, même si c'était comme quelque très... Moi, il les a fait. Ah ouais? Ouais, Louane, puis... moi, il avait pas voulu. Ah, bien bizarre. Ouais. Ça dépend des AI. mais puis, tu sais, tu peux pas nudifier. Je suis persuadée qu'il y a un contrôle, là, que tu mets un enfant de 12 ans dans ton application de nudificateur, puis ça le fera pas, là. Ça va pas te faire un... Tu serais surprise. Ouais. C'est la triste réalité. Je dirais, écoute, dans ce qui est accessible, là, dans les... Tu sais, pas plus... font pas nécessairement de discernement. Là. En fait, ça se voit souvent. Comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est largement utilisé. Je veux dire, il y a combien de cas qui sont survenus dans des écoles où, on le sait, quand ça se passe au secondaire, généralement, on parle de personnes qui sont mineures. Là, qui sont habillées. Hein? Qui sont habillées. Mais là, la photo se retrouve, tu la passes dans un outil de nudification. Tu te retrouves avec une version nue d'une image d'un gars de 14 ans ou d'une fille de 16 ans où ça se fait malheureusement assez couramment. Mais là, il faut prendre conscience aussi, pour les gens qui nous écoutent, que d'utiliser ces outils-là pour créer des images de personnes mineures. Encore là, même si ce n'est pas des vraies images, ça reste du matériel illégal. Puis la police, c'est tout. Dès que tu fais ça, ils savent. T'es rendu là, il y a un catalogue, puis ton nom est dedans. Ouais. Moi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, d'avoir accepté de nous partager. Ça passait vite. J'étais vraiment drôlement captivée par tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Puis voilà. C'est vraiment pertinent, puis il faut l'important. Puis juste le fait de, comme tu dis, d'ouvrir la discussion, que je pense que, tu sais, c'est pas sûr, ma fille, elle a 5 ans, elle n'est pas encore sur rien. Mais juste ça, tu sais, je parle déjà à ma fille que personne ne peut toucher ses parties intimes, sauf maman quand elle la lave, puis même encore là, c'est rendu elle, là, mais... C'est juste ça, de tranquillement, dès qu'elle va avoir un premier contact avec l'Internet, que ce soit même pour les jeux, comme tu sais, parce que des fois, il y a des publicités. Des fois, quand tu cliques sur un jeu, tu arrives avec d'autres affaires. Fait qu'en tout cas... Non, c'est vraiment tellement pertinent, tellement intéressant. Peut-être mentionner en finissant un certain nombre de ressources qu'on a développées, justement, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient avoir des outils pour mieux encadrer, protéger leurs enfants. Évidemment, cyberaide.ca, s'il se passe quelque chose, vous allez faire un signalement là, mais sur le site cyberaide.ca, vous pouvez vous abonner aux alertes cyberaide.ca, comme je le mentionnais tout à l'heure, puis recevoir toutes les tendances qu'on va détecter au courant de l'année, donc être au courant de ce qui se passe pour avoir des conversations avec vos enfants. On a un site aussi qui s'appelle cyberaverti.ca. Wow! J'adore ça. Donc, il y a un blog là-dessus, puis il y a de l'information par groupe d'âge. Tu sais, tu parlais tantôt d'un enfant de 4-5 ans qui ne fait pas la même chose qu'une fille de 16-17 ans. Bon, ben par groupe d'âge, on a des informations. Comme parent, tu dis, OK, moi, mon fils a 7 ans. Qu'est-ce que je devrais savoir pour protéger mon fils de 7 ans? Wow. On va dire, à 7 ans, ton fils, voici qu'est-ce qu'il fait sur Internet. Voici où il va et voici qu'est-ce que tu devrais lui dire. Voici comment lui dire. On a tout ça. Parentscyberaverti.ca. Puis peut-être pour les jeunes qui nous écoutent, on a un site qui s'appelle aidez-moi.svp.ca. Parce que comme je le mentionnais tout à l'heure, les jeunes qui se font prendre au piège vont souvent chercher à régler le problème par eux-mêmes
plutôt que de se tourner vers un adulte de confiance comme on voudrait qu'ils fassent. Mais la réalité, c'est qu'ils vont souvent chercher à s'y prendre par eux-mêmes parce qu'ils ont honte, etc. Donc, en allant sur aidez-moi-svp.ca, tu vas pouvoir savoir, par exemple, OK, ta photo est sortie sur X. Qu'est-ce que tu fais pour l'enlever? Message, copier, coller, t'envoies ça à X. Hey, je suis une personne mineure. Il y a une image illégale de moi qui se retrouve sur vos serveurs. Je vous demande de la retirer. Tu sais, un jeune de 14 ans ne va pas nécessairement penser à faire les choses de cette manière-là. Donc, on le met essentiellement tout cuit dans le bec, là. On explique comment s'y prendre par rapport à telle plateforme, YouTube, Facebook, Instagram, comment tu fais, comment tu t'y prends. Tout est là, aidez-moi-svp.ca. Puis, en cas de problème, on peut toujours s'adresser aux services de soutien du Centre canadien de protection de l'enfance qui vont être là pour vous aider également. Ça m'est arrivé quand j'avais 13, 14 ans. J'aurais aimé ça, avoir ce service-là. C'est fou. C'est extraordinaire. On va tout mettre dans la description de la vidéo, tous les liens que tu nous as donnés. Génial. Merci énormément. Est-ce que tu aurais un petit 15 minutes de plus avec nous pour notre Patreon? On aurait des questions de plus à te poser. Avec plaisir. Merci. Oh, merci beaucoup. C'est Merci un encore de honneur. l'invitation. T'es vraiment bon. Genre, c'est un sujet que j'étais comme, c'est tough comme C'est sujet. dark, hein? C'est C'est, tough. Mais tu C'est l'apportes dark, quand mais même vraiment. c'est tellement important. Merci. Merci encore. Merci vraiment. Bravo. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.